RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. Comme chaque week-end, votre rendez-vous dédié à la tech, c'est De quoi je me mail. Vous le savez, le dimanche matin à la radio. Vous pouvez aussi nous retrouver dès le vendredi en podcast audio sur l'appli RMC et puis bien sûr en vidéo sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com et sur les box. Avec au menu de ce De quoi je me mail cette semaine, tout à l'heure, il y aura un petit air vintage dans De quoi je me mail puisque je recevrai l'un des porte-parole de Fujifilm qui viendra nous parler du succès incroyable des Instax. Vous savez, ces appareils photo instantanés. On appuie et comme par magie, une photo sort imprimée. Alors, qu'est-ce que représente aujourd'hui ce marché ? Qui achète ce type de produit ? Quelles sont les innovations dans ces appareils photo instantanés ? On en parlera avec mon invité. Et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mail, le hashtag DQJMM sur Twitter, et vous pouvez aussi bien sûr rejoindre le groupe Facebook de quoi je me mail qui vous attend, où vous êtes plusieurs milliers en fait à partager votre passion des nouvelles techno et à échanger sur la tech. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti pour De quoi je me mail. Et bien sûr, on commence par le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien, l'actu tech de cette semaine, elle est quand même très fortement, on va dire, matinée d'Apple. Oh oui. Et on va commencer par cette rumeur. Apple travaillerait sur de nouveaux AirPods. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, effectivement, de nouveaux AirPods et de nouveaux AirPods Pro également, avec d'abord un nouveau design, notamment sur les AirPods Pro, dont l'année prochaine, en fait, ils devraient a priori perdre l'espèce de petite branche, vous savez, qui dépasse. La petite tige, voilà, la petite tige dans laquelle il y a la batterie, en fait. Bien sûr. Et Apple est en train d'essayer de faire en sorte que cette tige disparaisse et de tout intégrer vraiment dans l'oreillette, comme le font d'ailleurs certaines marques, y arrivent déjà. Mais c'est vrai que grâce à cette tige, il y a aussi des problèmes d'antenne, de connectivité. Elle sert aussi à ça. De micro aussi, parce que évidemment, Exactement. comme le micro est au bout de la tige, il capte mieux la voix. C'est tout à fait ça. Donc les rumeurs disent que en gros Apple tente de le faire, mais c'est pas encore tout à fait certain que les prochains AirPods Pro aient vraiment un design sans cette tige qui est quand même emblématique du design des écouteurs True Wireless d'Apple. Autre nouveauté sur ces AirPods Pro, il pourrait avoir un système MagSafe, vous savez, c'est le système qui est apparu avec l'iPhone 12, qui est ce système magnétique qui existe au dos de l'iPhone 12, qui permet notamment de poser le chargeur sans fil. Et en fait, ce système MagSafe, s'il est intégré au boîtier des AirPods Pro, permettrait de recharger ces AirPods Pro grâce au chargeur à induction inversé en fait, qui se trouve au dos des iPhones, pardon. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe chez Huawei, la concurrence, chez Samsung, voilà, effectivement. Ce qui serait nouveau, c'est ce système de fixation, on va dire, grâce à MagSafe. On sait qu'Apple essaye de faire justement tout un écosystème autour de ça avec des accessoires. Donc ça rentrerait dans cette stratégie de déclinaison de MagSafe en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que l'iPhone 12 qui est sorti aurait la compatibilité de pouvoir recharger en fait. C'est ça. Elle n'est pas encore par activée. Induction. Voilà, ça serait pas activé, oui, tout à fait. Visiblement ça pourrait se faire pourrait par une mise à jour, tout simplement. Donc ça serait une très bonne nouvelle pour. Bon, après le problème, c'est que comme l'autonomie des nouveaux iPhones n'a pas l'air formidable, si en plus on recharge des choses avec, on va pas aller bien loin. Ça va rester occasionnel, je pense, comme utilisation, c'est clair. J'en ai bien peur. On reste dans l'univers Apple avec la firme de Cupertino qui vient de publier ses résultats financiers, Jean-Sébastien. Et la firme de Cupertino, comme tu dis, résiste malgré la pandémie, malgré la sortie tardive de l'iPhone 12, malgré les enquêtes pour abus de position dominante. Ouais, rien ne peut écraser Apple. Rien ne peut écraser Apple. Bénéfice en légère hausse quand même par rapport au trimestre de l'année précédente, au même trimestre de l'année précédente. Quand même 64,7 milliards de bénéfices. Sur l'ensemble de l'année 2020, on sait qu'Apple a des résultats décalés, donc c'est la fin de son année fiscale. C'est quand même 274 milliards de bénéfices sur l'année 2020. C'est des chiffres... De bénéfices, de bénéfices, les amis, attention, c'est le bénéfice. C'est vraiment hallucinant ce genre de chiffres. Alors certes, les ventes d'iPhone ont baissé ce trimestre-ci, puisque l'iPhone n'était pas vraiment disponible. On sait que l'iPhone 12 est sorti tard. Mais Apple a profité justement des confinements, de la pandémie, pour vendre en fait plus de Mac
plus d'iPad et plus de services, tout simplement. On sait que les services sont en augmentation depuis longtemps chez Apple, enfin depuis maintenant 2-3 ans chez Apple. Les Mac et les iPads, vivotaient avec un léger rebond des iPads dernièrement. Mais alors là, c'est vraiment là où Apple a fait fort cette année. C'est reparti voilà, sur les appareils finalement qu'on utilise chez soi, tout simplement. Exactement. Et c'est vrai que quand on voit le marché du PC qui a fait un bond grâce au télétravail, on peut l'imaginer. Et on a la preuve concrète que pour Apple, ça a été bénéfique. Hein. Tout à fait. Ouais. On enchaîne toujours avec Apple et cette rumeur assez étonnante, Apple travaillerait sur un moteur de recherche pour concurrencer Google. Oui, enfin plutôt pour pallier peut-être le retrait de Google des iPhones. En fait, vous savez que dans les iPhones, le moteur de recherche par défaut, c'est Google. Ouais. Et en fait, Google paye très cher tous les ans pour avoir cette place. C'est des milliards en fait. Voilà, en fait, il y a un document du département de la justice américain qui est sorti cette semaine, qui estime que l'accord entre Google et Apple pour cette place-là, elle est entre 8 et 12 milliards de dollars par an. C'est phénoménal. Ça montre à quel point Google ne peut pas se passer des utilisateurs d'iPhone. Il y a quand même des centaines de millions d'iPhone en circulation dans le monde. Donc cette manne d'utilisateurs, c'est assez rentable pour Google pour dépenser justement entre 8 et 12 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ? Mais donc l'enquête est en cours en se disant mais il y a peut-être une entente entre les deux pour que ce soit effectivement Google qui soit en première page. Ce qui est vrai, puisque l'accord existe. On sait que Bing est proposé aussi, DuckDuckGo est proposé aussi, mais il faut que l'utilisateur... Mais par défaut, c'est Google. Exactement. Il faut aller dans les paramètres et changer tout ça, ce que personne ne fait. Voilà. Quoi, puis, il faut dire ce qui en est. Les performances de Google en search, comme on appelle ça... C'est le meilleur moteur de recherche aujourd'hui. On peut critiquer Google sur plein de choses, mais leur moteur de recherche est très efficace. Qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qu'ils savent faire. Mais si jamais Google perd cette place, Apple se dit peut-être qu'il faudrait qu'on propose notre propre moteur de recherche. Ce qui est un boulot phénoménal. Comme on l'a dit, Google, c'est 20 ans d'expérience. Donc, de partir de zéro, ça serait très compliqué pour Apple, mais quand même, les spécialistes du secteur... Ils ont qu'à prendre compte. Comment ? Ils ont qu'à prendre compte. Alors, je ne sais pas si c'est assez efficace. Oui, voilà. Ils partagent tout ce qui est vie privée, protection de la vie privée. Mais alors après, sur l'efficacité, il y a encore quelques petits progrès à faire, même si on aime beaucoup compte. C'est ça, oui, mais on sait qu'ils sont un petit peu en dessous au niveau des performances. En effet. Mais les spécialistes du secteur, quand même, pensent que Apple a les moyens humains et financiers pour y parvenir. Notamment, quand on voit finalement que Apple, il y a quelques années, quand Google Maps est sorti des iPhones, ils sont mis à prévoir Plan, cette nouvelle application. Oui. Ça a été laborieux, les débuts. C'était clairement laborieux. Mais en tout cas, maintenant, Plan est une solution tout à fait efficace. Qui n'est pas encore au niveau de Google Maps. Qui n'est pas tout à fait encore au niveau de Google Maps, notamment sur tout ce qui est points d'intérêt. On voit souvent quand on cherche des points d'intérêt, on ne les trouve pas forcément dans Plan, mais ils sont dans Google Maps. Après, sur la navigation, c'est devenu quand même assez performant. Et pour ça, Apple avait débauché il y a 2 ans, si je ne m'abuse, en 2018, John Andrea, qui est un ancien ponte de Google, qui avait bossé 8 ans chez Google, qui était le Head of Search chez Google, et qui maintenant s'occupe chez Apple de tout ce qui est intelligence artificielle. Il est arrivé pour ça il y a 2 ans. D'accord. Mais bon, ça fait plus trop illusion maintenant. Peut-être qu'on lui a dit, écoute, tiens, tu as 2-3 compétences en recherche. Si tu peux prendre un petit moteur de recherche rapidos. Si tu peux nous donner un coup de main, ça peut aider. Mais c'est un chantier qui prendra des années, bien sûr. Oui, clairement. C'est clairement ça. Pour scanner tout le web, pour apprendre le web. C'est ça. Et trouver les résultats de recherche pertinents. On dit qu'il faut environ que les bots doivent crawler, comme on dit, donc analyser environ 50 milliards de pages web pour commencer à avoir des résultats pertinents. Donc on voit l'étendue du chantier. Et pendant ce temps-là, Google progresse, bien sûr. Ah oui, évidemment. C'est ça le problème. Évidemment. Toujours dans l'univers Apple, quelques petites infos sur l'iPhone 12. Et on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce MagSafe qui divise un petit peu les utilisateurs. Certains trouvent ça bien, d'autres moins bien. Enfin voilà, oui. Il y a pas, enfin c'est pas l'unanimité. Ça fait pas l'unanimité les MagSafe. C'est vrai. Pour l'instant, on voit pas forcément l'utilité totale globale de la chose, même si on sait que grâce à ça, ça accélère un peu la charge sans fil. Donc ça, c'est un bon point parce que on sait que c'est beaucoup moins performant qu'une charge filaire. Et en tout cas, Apple aussi, on s'est rendu compte en commençant à manipuler un peu ces iPhone 12, il y a certains utilisateurs qui se sont rendus
rendu compte aussi que, notamment, le partage de connexion de l'iPhone 12 Qui était vous permet, maintenant... par exemple, d'avoir du Wi-Fi, même si vous êtes dans un coin où il n'y a pas de Wi-Fi, on partage sa connexion 4G. Voilà, Et exactement. demain, sa connexion 5G. Voilà, et on y arrive justement grâce à cette connexion 5G qu'on espère voir arriver bientôt en France. En fait, cet iPhone 12 maintenant partage en Wi-Fi 5 GHz. Jusqu'à présent, c'était du 2,4 GHz. Donc, globalement, ça va augmenter les performances et ça va augmenter les débits du partage de connexion entre l'iPhone et, par exemple, son ordinateur ou sa tablette qui n'est pas cellulaire. Et comme tu le dis, c'est parfait avec l'arrivée de la 5G, puisque ça va pouvoir permettre de bénéficier des augmentations de débit de la 5G qui seront répercutées donc sur l'appareil qui sera connecté en Wi-Fi à son téléphone. C'est peut-être un détail, mais en tout cas, on est quand même beaucoup à utiliser ça quand on est en déplacement. On doit se connecter à son ordinateur, on le connecte à son téléphone, on a une connexion où qu'on soit, et ça va permettre un peu de simplifier la vie, améliorer le quotidien des utilisateurs nomades. Voilà, c'est vrai. Alors, même si, c'est peut-être une info anecdotique dans le sens où il faudra avoir de la très bonne 5G, un très bon Wi-Fi, un ordinateur compatible, etc. Mais bon, à terme, en tout cas, on voit que Apple essaie d'apporter des innovations, même en termes de connectivité. Tout à fait. On enchaîne, avec cette application Tous Anti-Covid. C'est vrai que là, on repart dans un nouveau confinement. D'ailleurs, peut-être êtes-vous tranquillement installé à la maison, bien au chaud, en nous regardant. Je le souhaite en tout cas. Soyez prudents, bien sûr, ça c'est très important. Faites attention à votre santé. Et un mot donc sur cette application que moi, typiquement, j'ai installé depuis le début et j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour, Tous Anti-Covid, qui apporte quelques modifications. Oui. Jean-Sébastien ? Oui, tout à fait. C'est un peu le retour de la revanche, on va dire, de Stop Covid. Tous Anti-Covid a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Et pour donner un petit peu plus d'attrait en fait à cette application, elle se veut désormais aussi une sorte de point d'entrée pratique pour tous les Français en fait. Et notamment, donc en plus de procéder au contact tracing en Bluetooth qu'on connaît, elle donne maintenant accès aux attestations de déplacement dérogatoire, les fameuses attestations dont on va avoir besoin pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour aller chercher ses enfants à l'école. Là maintenant, vous pouvez directement depuis l'application accéder à ces attestations, les remplir et pouvoir les avoir sur son smartphone. Alors, il faut dire ce qui est, on s'est contacté du strict minimum, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une simple redirection vers le site du ministère de l'Intérieur. C'est ce que j'ai fait en testant tout à l'heure, on appuie et ça vous envoie, donc, ça lance le navigateur en fait. C'est ça, ça va pas chercher bien loin, mais en tout cas, au lieu de à chaque fois chercher dans Google, attestation Covid, on va passer directement par là. Et puis surtout, on a l'attestation officielle, parce que vous savez qu'on peut avoir des arnaques, des choses comme ça. Donc, là, au moins, on est sûr que ce soit la bonne attestation. Et voilà, c'est un peu une manière aussi pour le gouvernement d'inciter les Français à installer cette application qui sert à la base quand même à tout ce qui est contact tracing pour savoir si on a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, tout simplement. Voilà. Alors, installation, moi personnellement, que je vous invite à installer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur la vie privée, etc. Je peux vous garantir que cette application est totalement sécurisée, qu'on ne saura pas si vous avez le Covid ou pas, que tout est anonymisé, bien évidemment. En pas fait, de géolocalisation. Tout est crypté, tout est anonymisé. Donc, franchement, si ça peut enrayer un petit peu cette épidémie et qu'on puisse sortir peut-être plus rapidement de ce confinement grâce à cet outil technologique, pourquoi s'en priver ? C'est ça la question, en fait. Même si on sait que ça jouera un rôle mineur, mais en tout cas, ça jouera un rôle. Donc, c'est en additionnant tout ça que ça permettra peut-être d'améliorer les choses. Puisqu'on est dans le confinement, Jean-Sébastien, on va y rester avec Zoom, le logiciel qui, durant le confinement 1, a explosé tous les records. Oui, tout à fait. Il est à l'affût, là, Zoom, pour le deuxième confinement. Ah ouais, plus que jamais prêt, ça y est. Vous vous souvenez de Zoom, tout le monde s'était mis à utiliser ce service de visioconférence. À juste titre, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était simple, ça marchait bien, etc. Très bien, tout à fait. Et on se souvient qu'il y avait eu quand même quelques petits soucis de sécurité à l'époque, notamment quelques intrusions dans des réunions privées, tout simplement. On se souvient notamment de sommets européens où des inconnus avaient débarqué en plein milieu. C'était quand même assez ubuesque. Et donc la société quand même américaine a fait beaucoup d'efforts depuis quelques mois et avait promis de chiffrer de bout en bout les communications. Et ça y est, c'est le cas. C'est lancé sur les applications desktop et Android, pas encore sur iOS. Donc ça permet que si vos communications sont interceptées par un tiers une fois qu'elles naviguent sur le réseau, il ne peut pas les déchiffrer puisque les clés de chiffrement sont seulement possédées par l'émetteur et le récepteur. Donc il faut 2 clés de chiffrement pour pouvoir accéder au contenu. Donc en fait, tout le flux vidéo, audio, etc., toutes les données sont cryptées. C'est ça.
entre l'appareil émetteur et l'appareil qui reçoit. Tout à fait, donc c'est seulement les deux personnes qui se parlent, ou même plus, puisque on peut monter jusqu'à 200 participants avec ce système de chiffrement. Donc c'est seulement ces personnes-là qui ont accès aux communications. Alors pour en profiter, il faut aller dans les paramètres de l'application. Vous allez avoir un menu qui vous propose ça, et ensuite vous allez voir toutes les discussions qui sont chiffrées. Il y a une petite icône avec un petit bouclier vert. Voilà, c'est assez clair, et ça permet de se protéger des intrusions ou du piratage de vos conversations. Bon, très bien. Alors ça va arriver sur iOS. Hein. Oui, ça va arriver sur iOS encore, mais... prochainement. C'est en cours de déploiement sur toutes les applications de Zoom. Alors, qui dit confinement dit aussi consommation, on va dire, peut-être gourmande non pas de gâteaux, enfin si vous voulez, mais plus de contenu vidéo sur toutes les plateformes. Peut-être allez-vous tester Salto Oui, pourquoi pas. Vous l'avez testé, Salto, Jean-Sébastien? Pas encore, tu l'as pas testé? Je ne suis pas encore mis, mais je vais tester, justement, j'en profitais là. Je vais avoir du temps. Voilà, on va avoir du temps. Mais petite news concernant Netflix, qui augmente ses prix aux US. Oui, voilà, ça tombe à point nommé, pour eux en tout cas, pas pour les clients. Donc le service de SVOD a annoncé que le forfait standard qui est à $13 aux US allait passer à $14. Ah ouais. Et le premium qui est à $16 va passer à $18. Donc c'est $2 d'augmentation. C'est quand même pas rien, on est proche des $20. On arrive à un point... on est loin des $10 qui était le tarif de Netflix au début. C'est ça. Donc les nouveaux clients, ils devront payer ce tarif tout de suite. Maintenant, si on s'abonne aujourd'hui, c'est ce tarif-là. Tandis que ceux qui sont déjà abonnés, ils connaîtront l'augmentation dans 2 mois. Il y a 2 mois de répit pour les anciens abonnés, c'est sympa. Juste le temps de sortir du confinement, si tout va bien. C'est un peu ça. Voilà. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore été répercuté en France. Les prix sont toujours à 12 € pour le standard et 16 pour le premium. Mais en tout cas, Netflix a confirmé que ça allait être bientôt le cas. Donc préparez-vous à une augmentation. Si vous voulez continuer à voir Netflix, ça va être un peu plus cher prochainement. C'est un moyen aussi pour Netflix de faire un peu plus d'argent, de produire un peu plus de contenus originaux. Mais bon, faut arriver à trouver le bon équilibre, parce qu'au bout d'un moment, ça risque d'être dissuasif. Bien sûr. Mais c'est vraiment tout le boulot d'équilibriste de Netflix. Jusqu'à combien ils peuvent monter avant que les gens se désabonnent. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a des offres Netflix promotionnelles. Et on a remarqué ces derniers mois que les offres n'étaient jamais les mêmes en fonction des gens qui se connectaient. Et en fait, ils font ce qu'on appelle de l'A/B testing. C'est un système qui existe dans tout ce qui est développement web et fonctionnalités. On met plusieurs propositions côte à côte différentes, proposées à différents clients, et on voit finalement celle qui remporte le plus grand suffrage. Et finalement, c'est un peu ça. Ils testent un mois gratuit, tarif à $10, puis après 2 mois gratuits. Enfin, il y a plein de combinaisons. Et là, ça leur permet certainement de se dire, on va augmenter et on va pouvoir maintenir quand même le nombre d'abonnés malgré les augmentations. Voilà, pour rester dans les mauvaises nouvelles, si vous êtes abonné Spotify, je ne sais pas si tu as lu ça aussi, il semblerait que Spotify aussi travaille sur l'augmentation de l'abonnement. Tout à fait. Voilà. Oui. Ça risque d'être assez inéluctable pour tous ces services au fur et à mesure des années d'augmenter, de prendre 1 ou 2 euros par an. Ouais, pas terrible. Un petit mot sur Facebook, Jean-Sébastien. Facebook qui se lance, là encore, ça tombe bien avec le confinement. Alors je ne sais pas si le service sera disponible là dans les jours et les semaines qui viennent. Se lance dans le cloud gaming. Oui, alors pour l'instant c'est disponible qu'aux États-Unis. C'est Facebook qui veut surfer sur cette vague du cloud gaming. Bien sûr. Le réseau social a annoncé ce service. Alors on est loin des concurrents xCloud, Stadia, GeForce Now, qui proposent quand même des gros blockbusters. Ici, on est plutôt avec des titres free-to-play, des titres gratuits, qui ont déjà fait leurs preuves sur mobile. On a par exemple le jeu de course automobile Asphalt 9, le jeu de golf PGA Tour. En fait, ça permet surtout d'accéder à ces jeux sans avoir à les installer. C'est pas des jeux AAA qu'on a l'habitude de voir sur les consoles. Non, c'est clair, c'est des jeux qui peuvent en plus tourner a priori sur tous les smartphones. Voilà, c'est pas une question de puissance disponible, c'est plutôt une question de praticité. Oui, c'est du casual gaming, on va dire. C'est-à-dire que ces jeux-là, on pourra y jouer sur tous ces appareils, desktop, tablette, smartphone, mais sans avoir à les installer finalement. On retrouvera sa partie d'un appareil à l'autre. Il faut avoir du réseau. Voilà, il faut avoir un bon réseau. Et puis, il faut avoir surtout un téléphone Android, parce que c'est disponible que sur Android. Et effectivement... Et ça, c'est pas la faute d'Apple, ça. C'est pas la faute de Facebook, c'est plutôt la faute d'Apple. On sait qu'Apple, ils sont en train de faire la guerre au cloud gaming, au grand regret
d'ailleurs de Sony et de Microsoft, qui essayent de pousser leurs applications, leur catalogue, et on voit qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Et c'est vrai qu'Apple veut privilégier Apple Arcade, bien sûr, qui a toujours autant de mal à décoller. Et voilà, donc c'est peut-être pas un super choix pour Apple et pour les clients d'Apple surtout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est que sur Android et sur la version navigateur web, donc sur votre ordinateur. Voilà. Et ça arrivera. On espère que ça arrivera en France. Tout à fait. Tiens, puisque tu parles de Facebook, on sait que Facebook a racheté il y a quelques années Oculus. Facebook qui, chouchoute Oculus avec pas mal d'innovations. Il y a eu le Quest 2 qui est sorti il y a quelques temps et qui est un vrai bon masque de réalité virtuelle que je vous invite à tester parce que franchement, la qualité est là et puis il n'y a plus de fil. Enfin voilà. On se retrouve avec un masque, 2 petites télécommandes, et puis on est vraiment dans un monde de réalité virtuelle qui est très réussi, avec beaucoup d'applications notamment. Et on reste dans la VR, cette fois-ci avec peut-être l'écran qui nous fera croire qu'on n'est plus en VR et qu'on est dans la vraie vie. C'est ça, c'est vrai qu'en VR, on a des écrans qui sont très proches des yeux, donc on voit encore les pixels. Les résolutions ne permettent pas, comme avec un smartphone qui a quelques dizaines de centimètres, ou un téléviseur qui a plusieurs mètres. Donc la solution va peut-être venir de Samsung et de l'université Stanford en Californie. Les chercheurs des deux entités ont mis au point en fait une dalle OLED qui propose une résolution de 10 000 pixels par pouce. Alors à titre de comparaison, les dalles des smartphones par exemple, on est dans des résolutions autour de 400 à 500 pixels par pouce. Donc vous voyez ça serait 20 fois plus incroyable qui existe entre les écrans actuels et cet écran-là. Donc comme tu le disais, ça permet de voir qu'on ne puisse plus voir les pixels à l'œil nu. Et alors pour y parvenir, la marque coréenne et l'université américaine ont mis au point une sorte de système avec des films en argent qui permettent de réfléchir les ondulations de la lumière dans des tailles nanométriques. Alors c'est un peu compliqué tout ce système, mais on arrive à cette résolution qui est hallucinante de 10 000 pixels par pouce. Donc ça risque de donner effectivement à Samsung une sorte d'avance sur ses concurrents qui n'ont pas cette technologie d'écran. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est centrale dans les casques de réalité virtuelle aujourd'hui pour avoir ce réalisme total qu'on n'a pas encore tout à fait aujourd'hui avec ces écrans très près des yeux. Voilà, alors ça mettra peut-être quelques années à arriver, on va dire. Oui, mais évidemment, on est au niveau de la recherche là. Mais c'est très intéressant. Voilà pour l'actu tech de la semaine. Jean-Sébastien, il faut quand même qu'on dise un truc. Oui. C'est ton dernier De quoi je me mail. C'est mon dernier De quoi je me mail, effectivement. Et voilà, parce que pour tout vous dire, tu peux nous expliquer, tu quittes 01net. Je quitte 01net, tout à fait. Je vais vaquer à quelques projets personnels. Voilà, il va vaquer vers d'autres occupations, voguer vers d'autres flots. C'est ça. Tu vas nous manquer, Jean-Sébastien. Vous allez me manquer aussi, Alors personnellement, parce qu'on est plus que des collègues de travail. Oui. Et parce que, on apprécie, je pense que tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent apprécient ton rendez-vous toutes les semaines, tous les week-ends dans De quoi je me mail. J'étais ravi d'y participer. Merci François de m'avoir accueilli dans cette émission. On te souhaite bon vent. Plaisir. Merci encore. N'hésitez pas à suivre Jean-Sébastien sur Twitter. Tu as un compte Twitter, donc si vous voulez rester en contact avec lui, lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Surtout vous, mesdemoiselles, n'hésitez pas. Et c'est JS Zanki, ton compte Twitter, entre autres, pour te retrouver. Merci beaucoup. Merci encore François. À très bientôt. Bon vent pour la suite. Merci. Ce De quoi je me mêle n'est pas terminé. On va poursuivre et on va parler de photos instantanées. Alors, je ne sais pas si tu suis ça un petit peu, ces petits appareils photo, Instax, etc. Je reçois le porte-parole France de Fuji qui est, on va dire, le leader dans ces Instax, ces petits appareils photo instantanés. À tout de suite dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.